Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est assez impressionnant pour moi de raconter l'histoire que je vais raconter là devant autant de monde, après cette très belle musique de Bach aussi qui était terriblement émouvante. Alors on va essayer de mettre les photos en grand écran pour que vous les voyez. Et alors j'ai jamais fait d'exposé comme ça, avec surtout des photos par moment des textes. Et je vais essayer, donc le thème initial, c'était aventure humaine en mathématiques. Et puis Jérôme Pérez m'avait signalé qu'il voulait que je parle de Bourbaki. Et je vais essayer de vous parler de ce bonhomme. Et comme c'est un festival d'astronomie, je pense qu'on a le droit de faire un saut dans le futur. Et voilà une photo du bas de la rue Soufflot, au croisement à Paris, au croisement du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot, tout près du jardin du Luxembourg. Un magnifique fast-food et une plaque en haut qui n'existe encore pas, mais qui est sur la photo. Et c'est cette petite plaque-là qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est écrit sur cette plaque? Un truc bizarre, honnêtement. Le collectif de mathématiciens N. Bourbaki se concrétisa spatialement pour la première fois le 10 décembre 1934 au café Capoulade qui occupait ce lieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà la même scène, à peu près il y a 80 ans. Vous voyez le café Capoulade, le Panthéon, qui a plus de gueule que le café et le Burger King, la fontaine, qui n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui, et un plan plus précis, on ne voit rien. Voilà, du café, un café à l'américaine, comme il en existait dans les années 30, avec son décor art déco. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 décembre 1934? On en a des traces dans un texte. Hop là. Parce que ces gens-là étaient très organisés, ils ont des traces de tout. Donc il y a des notes, c'est un texte tapé à la machine, avec l'encre qui a un peu baissé, le scan n'a pas été idéal. Et donc un certain nombre de gens étaient présents dans ce café le 10 décembre 1934 à midi. C'était un lundi normalement, parce que j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et un certain bonhomme qui s'appelle Weil expose son projet, fixé pour 25 ans les matières du certificat de calcul différentiel et intégral, en rédigeant en commun un traité d'analyse. Ce qui va m'intéresser ce soir, c'est ce mot « en commun ». Et puis, ce qui fait que l'affaire a duré 80 ans et n'est pas tout à fait finie, c'est la phrase suivante. Il est entendu que ce traité sera aussi moderne que possible. Et puis après, il y a des choses. Un certain bonhomme qui s'appelle Cartan, vous dit que, à son point de vue, l'ensemble des différents volumes, parce qu'ils avaient prévu de le faire en plusieurs volumes, ne fera pas plus de 1200 pages. Aujourd'hui, il y en a plutôt 10 000. Et puis, il s'agit que les différents volumes se succèdent très rapidement. Le dernier est sorti en 2019. Et puis, il y a des principes généraux qui ont à peu près tenu le coup, et je vais passer là pour l'instant. Il y a aussi quelque chose dont on reparlera plus tard, que le traité doit être un traité enseignable et non un traité de référence. Ah, là, on voit quelque chose de marrant, c'est à l'unanimité, moins la voix d'un certain Chevalet. Je vous ai raté aussi les objurgations d'un certain Cartan qui voudrait éliminer l'algèbre du traité. Donc, visiblement, ces gens-là ont des opinions. Alors, ils ont bossé ce lundi-là, ils ont organisé le travail, ils ont travaillé tous les mois, je vous épargne tous les comptes rendus des autres comités, et ils se sont réunis du 10 au 20 juillet 1935, c'est-à-dire quelques mois plus tard. On va remettre ça en plein écran, en espérant que ça ne fasse pas la même chose. Voilà, à Besse-en-Chandès, en Auvergne. Et il y a quelques photos de cette époque, c'est assez touchant. Donc le fameux Cartan, il est là. On le reverra plus tard. Et puis vous avez quelqu'un qui s'appelle Mirlès, que je ne connais pas. Je vous reparlerai de Marie-Thérèse Bastien un petit peu après. Scholem-Mandelbrot, dont le nom vous dit peut-être quelque chose,
parce que vous avez peut-être pas entendu parler des ensembles de Mandelbrot, ensemble fractal un peu compliqué, et il y a un rapport entre les deux, le Benoît Mandelbrot et le neveu de ce Cholet Mandelbrot. Et puis vous avez René de Possel, dont on ne parlera pas beaucoup, et puis qui est, je suis paumé, il est censé être là, pardon, et ici c'est justement Chevalet, dont on ne parlera pas ici, c'est trop compliqué. Et puis Chevalet est là, et puis vous avez André Weil, dont on va pas mal parler, et on vous dit que Dieudonné prenait la photo. Et donc si vous voulez voir Dieudonné, il faut regarder la photo d'après, parce qu'il a changé de place avec Marie-Thérèse Bastien, qui était la secrétaire du groupe, celle qui a dû taper le texte précédent. Et hop, là, photo trop petite. Et donc là, vous avez le même, et vous voyez le Dieudonné, qui est une espèce de grand gaillard absolument sidérant. Weil, tiens, c'est marrant, a changé de place et s'est mis à côté de Dieudonné. La photo était peut-être pas faite le même jour. Ouais, je peux vous montrer ça tout de suite. Bon, ils ont pas mal travaillé pendant cette semaine, puis par moments, ils sont allés se balader aussi. Et on a plus de détails sur ce qu'ils ont fait sur un autre texte. Vous voyez que le mot Bourbaki n'était pas présent en décembre 1934. Là, il y a un texte qui date de cette semaine-là, brève histoire des travaux de Bourbaki, et il vous raconte ce qu'ils ont fait. Donc, le 10 au matin, Bourbaki au complet, sauf Carton, Coulon et Delsart, dont on déplore l'absence, se réunit et établit un plan des travaux, plan qui a été suivi à 120%. Ils avaient le même humour stupide que nous, et plutôt plus en fait. Ils se mettent au travail, etc. Ils bossent pas mal. Il y a quand même, on vous signale ici que Cartan, qui est arrivé le soir même, veut quand même aller se coucher très vite, et qu'après quelques calembours vaseux, il obtient la permission à l'unanimité. On travaille. Visiblement, quand ils sont contents, qu'ils ont fini de traiter les grands taux et les petits taux, qui est l'étude des inégalités que connaissent les taupins aujourd'hui, il y a un quelconque bruyant. Il y a des trucs pas très drôles sur les séries de Fourier, etc. Il y a des choses que je ne lirai pas ici parce qu'il y a des jeunes femmes. Et puis, quand même, le 16, on devine un peu ce qui s'est passé. L'intervention du diable dans la théorie devient incontestable. Le comité essaye de se rafraîchir les esprits par une excursion au lac Pavin, donc on est en Auvergne, à Besse-en-Chandès. Après une discussion scurrile sur les débuts des fonctions analytiques, quelques membres ne craignent pas de se plonger sans aucun voile dans les ondes aux cris 1000 fois répétés de Bourbaki. Donc là, la naissance de Bourbaki, si on veut. On a plus de détails sur un autre. Maintenant, je pense que j'ai trouvé la touche. Yes. Donc vous avez le journal de Bourbaki qui est d'un peu plus tard, c'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer comment ils travaillent. Alors ça c'est la version manuscrite, parce que j'aime beaucoup les textes manuscrits d'époque. Il y a une belle écriture, il y a des petits hiéroglyphes, mais mine de rien, pour lire, on voit mieux sur cette version-là. Et donc en novembre 1935, donc un an après l'histoire précédente, le journal de Bourbaki se crée, où ils essayent d'expliquer ce qu'ils font mois après mois, je n'allais pas dire jour après jour. Et puis il y a cette phrase qui a donné le texte de la plaque. Bourbaki se concrétisera spatialement le lundi 16 décembre à midi, chez Capoulade, au lieu ordinaire de ses ébats. Et il faut que je vous raconte un peu ce que sont ces ébats. Et donc on est en 1935, et il va s'agir de faire ce traité, alors quelque chose qui s'appelle au début un traité d'analyse, qui va s'appeler un peu plus tard des éléments de mathématiques, et qui vise à réexpliquer toutes les maths du début, j'allais dire à la fin, mais il n'y a pas de fin, et d'ailleurs l'histoire n'est pas terminée. Alors ils ont un plan très précis, et comme c'est le soir, on va s'en abstenir de le regarder des détails, mais je voulais juste vous montrer un texte. Ah mais c'est illisible par contre. Si peut-être. Et il y a régulièrement des textes qui expliquent comment les choses se passent. On voit qu'il est question de congrès, je parlerai de congrès dans une partie un peu plus tard. Il y a des textes à écrire, il y a des rédacteurs, il y a des travaux en cours. Il y a un certain Erosman qui doit filer tous ses papiers de manière urgente. Il y a Dieudonné, l'espèce de gros gaillard qu'on a vu tout à l'heure, qui est censé rédiger une deuxième version du chapitre 1. Tiens, une deuxième version, la première ne suffit pas. Et puis, plus intéressant peut-être pour vous, il y a
ces premiers mots de ce texte. On est en mars 40, donc le début, pleine des vagues de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et ce texte, à la fois touchant et ridicule, c'est-à-dire à tous nos frères en Bourbaki, salut et bénédiction. C'est en général la formule de politesse finale. Voici plus de 6 mois que la colère de Bourbaki s'est déchaînée et que son peuple choisi gémit dans l'adversité, dispersé aux 4 coins de l'univers. D'aucuns, sans connaître la main qui les a frappés, en demeurent encore étonnés, le nez dans la poussière, cherchant dans les grondements de l'air et de la terre un présage incertain d'une fin. D'une fin prochaine, j'arrive plus à dire, excusez-moi, de leurs mots, et usent leur force à des besognes serviles. En fait, l'état de la France à ce moment-là était compliqué et ils n'arrivaient plus à communiquer entre eux. Et il faut que je vous raconte, puisqu'il est question d'une guerre, il faut que je passe à une autre guerre pour vous expliquer ce nom de Bourbaki. Alors, c'est plus l'Auvergne, là, c'est la Suisse. On est à Lucerne et il y a un très très beau bâtiment. Vous voyez qu'il y a écrit Stadtbibliothek, on est en Suisse allemande. Et ce bâtiment, c'est le Panorama Bourbaki. J'y suis allé une fois, vous allez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Un bâtiment qui est moderne à l'extérieur et puis cette construction début du XXe siècle. Et à l'intérieur, d'où vient ce Bourbaki, c'est ce bonhomme-là, ce général Bourbaki, 1860. Qui était le général Bourbaki? C'était le général d'une des armées françaises, c'est pas le bon ordre. Et ça, c'est l'état de son armée française, de son armée, vers 1871, pendant un épisode désastreux de la guerre franco-prussienne, où Bourbaki, le général, a traversé les Alpes pour se réfugier en Suisse, être désarmé au passage, mais survivre. Il était désespéré, il a tenté de se suicider à ce moment-là. Mais son armée est là, il est mort lui en 89, à peu près, plus tard. Et c'est un événement assez fondateur dans l'histoire du XXe siècle, parce que après ce désarmement, là vous voyez sur cette peinture, et cette peinture c'est un morceau du panorama, c'est-à-dire que le bâtiment de tout à l'heure, ce bâtiment rond là, c'est une immense peinture circulaire. On est à l'intérieur de la peinture et on se promène et on regarde tout autour. C'est extrêmement impressionnant. C'est essentiellement une peinture à quelques bricoles près, comme on est très loin, il y a un vieux chariot, un endroit qui rajoute un peu de profondeur. Donc cette image raconte le désarmement des soldats. Vous voyez ces piles de fusils. Et puis là, vous voyez toute la population suisse qui s'est portée au secours de tous ces soldats qui n'avaient plus rien à manger, etc. Et c'est à cet événement historique qui est rattaché la naissance de la Croix-Rouge, qui était le début de l'action humanitaire en cas de guerre notamment. Donc voilà cette histoire de Bourbaki. Alors quel est le rapport avec ce qui précède? A priori, pas grand-chose. Donc si vous vous intéressez aux maths et que vous avez déjà entendu parler de ça, vous voyez, il y a ce bouquin qui est très bien, écrit par Maurice Machal, qui était le rédacteur en chef de l'une des... pour la science, l'une des revues scientifiques françaises. Et il est écrit Une société secrète de mathématiciens. Et vous avez Cartan ici, vous avez Dieudonné là, et Veil ici, avec cette tête de poupon, et puis ce général Bourbaki. Alors ce qui s'est passé en 1935, donc quand ces gaillards, et je vous raconterai un peu, je reviendrai un peu sur certains d'entre eux, ont décidé d'écrire un bouquin, ils ont décidé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de le faire en commun. Et donc, puisque ce bouquin a été fait, cette série de bouquins a été faite en commun, il fallait trouver un nom d'auteur, parce qu'un livre a un nom d'auteur. Et donc ils se sont rappelés de cette vieille blague qui avait été faite à l'école normale vers les années 25 à peu près, où, pour faire peur aux élèves de première année, un élève un peu plus vieux était arrivé déguisé en professeur et avait fait une conférence absolument incompréhensible. C'était non seulement incompréhensible, mais qui n'avait rigoureusement aucun sens. Et
cette conférence était ponctuée de théorèmes. Et le théorème le plus difficile, celui qui arrivait à la fin, c'était le théorème de Bourbaki. Et on n'a jamais su précisément pourquoi ce théorème de Bourbaki, donc qui était visiblement ce général, est arrivé dans l'histoire. Une des possibilités, c'était que les élèves normaliens à l'époque étaient officiers de réserve. Ils avaient des cours de formation militaire, et donc ils étaient au courant de tout ça. Alors là, vous avez un Cartan, Dieudonné, Chevalet, Weil, De Possel. Ça, c'est des noms qu'on a déjà entendus. Erosman, on a déjà entendu son nom. Et puis vous avez des gens, enfin, ils ont l'air tout aussi jeunes sur la photo, mais ils ont quelques années. Samuel a quelques années de moins que les autres. Serre a plutôt 10-15 ans de moins que les autres. Et Douady et Schwartz, plutôt 20. Donc c'est des gens d'une génération après. Ils sont arrivés après dans l'histoire. Parce que c'est marrant de voir des photos de tous ces gamins poupons. Vous pouvez les voir sur cette photo où les gens qui ont fait un peu de science du XXe siècle peuvent reconnaître donc Godement, enfin, Kosul ont été des mathématiciens importants, et Samuel, c'est celui de tout à l'heure. Mais vous avez aussi Marcel Boiteux ici, qui est devenu le PDG d'EDF pendant très longtemps. Et j'avais trouvé qui était, j'ai oublié qui était Brillouet, j'ai regardé, mais j'ai perdu. Vous avez Julia aussi, qui, si je ne m'abuse, et Marc Julia, est le fils de Gaston Julia, qu'on verra tout à l'heure, et le père du physicien Bernard Julia, pour les physiciens qui sont dans la salle. Alors, qui sont ces gars? Le premier d'entre eux, parce que vous vous rappelez, c'était Weil le premier. Weil, c'est ce bonhomme qui a l'air tout gentil, comme ça, qui a l'air d'un gamin, qui est rentré à l'école normale à quelque chose comme 16 ou 17 ans. Il parlait déjà grec et sanskrit. Et il était extrêmement doué et aussi extrêmement orgueilleux et prétentieux. Et il a raconté, ce qu'il appelle ses souvenirs d'apprentissage, mais qui est essentiellement l'essentiel de sa vie, dans ce petit livre qui est assez touchant à lire. Si on supporte qu'un bonhomme comme ça, tout grand génie des mathématiques qu'il ait été, parce que ça a été l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, si on supporte le fait qu'il la ramène en permanence, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il a un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Alors je vais vous montrer une photo où vous le voyez là, et vous voyez avec une jeune femme qui est plus connue que lui en fait, et qui est morte par contre en 1943, qui est Simone Weil, donc la philosophe. Donc c'était son frère, enfin ils étaient frères et sœurs. Et Simone Weil a été beaucoup impliquée, enfin disons a souvent suivi son frère. Et là par exemple vous avez une photo d'une réunion du groupe Bourbaki en 1938. Vous avez ici Simone Weil et puis Dieudonné. Là c'est Delsart qui a vraiment une sale tête. Chevalet et j'ai un trou de mémoire, et André Weil est caché derrière. Ici c'est Charles Pizot, qui est un grand mathématicien de la théorie des nombres française, qui a une activité pas extrêmement recommandable pendant la Seconde Guerre mondiale. Cartan n'est pas sur la photo là, et c'était l'autre grand nom du début, et Cartan c'est ce monsieur là, qui, pour tout ce que j'ai pu comprendre, est aussi gentil que Weil pouvait être odieux. Il y a une correspondance très épaisse, en 400 pages à peu près entre les deux, qui couvre plusieurs dizaines d'années, et c'est effrayant de voir comment Weil peut s'adresser avec méchanceté en parlant de tout le monde, y compris de Cartan d'ailleurs, et comment Cartan répond à chaque fois avec une grande politesse. Cartan était lui-même fils de mathématicien, et c'était le fils du géomètre Élie Cartan. Donc là, vous avez des photos anciennes, vraiment une allure très Troisième République. Et puis, c'est une très belle famille, la famille Cartan. J'ai essayé de montrer ça en la coupant ici. Vous avez donc Élie Cartan, le père, sa mère, dont j'ai oublié le prénom. Henri est là. Et puis vous avez sa sœur Nicole qui a fait des maths un petit peu et qui est morte très jeune de maladie. Et deux personnes qui, si elles avaient vécu plus longtemps, auraient été de très grandes personnes. Donc ici, c'est Jean Cartan, qui est un des compositeurs
éclair des années 20. Il était, donc il y a de la très belle musique. On fera écouter peut-être un tout petit peu quand je passerai un film. Et Louis Cartan, dont j'ai oublié les activités, mais qui s'est engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été pris et exécuté par les Allemands en 1943. Et c'est la mort. Et alors j'ai oublié de dire, pardon. Jean Cartan a fait de la musique vers 25-26 et est mort très jeune de tuberculose. Et donc la mort de ces deux frères, il évoque moins sa sœur, mais la mort de ces deux personnes, de ces deux frères, est visiblement un drame pour Cartan. Cartan était né en 1904, c'est pas hier, il est mort en 2008. C'est quand même une belle vie. Et vous avez une photo de Henri Cartan et sa femme, Nicole, dans un documentaire tourné par Isabelle Brouet pour le CNRS, qui se trouve sur YouTube. Et si ça vous amuse ou vous intéresse de voir comment ce monsieur raconte sa vie avec une simplicité, et puis comment sa femme intervient. Elle était visiblement très drôle, il s'aimait manifestement énormément. Et donc ce documentaire, je vous le recommande tout à fait, il dure 1 heure, donc je ne peux pas vous le montrer. On entendra la voix de Cartan tout à l'heure, parce qu'il expliquera des choses mieux que moi. Cartan a été un immense bonhomme des mathématiques du XXe siècle aussi, un grand professeur. Et là, j'ai juste sélectionné une photo où il est avec un autre mathématicien, Jean-Pierre Serre, qui est un autre géant des mathématiques du XXe siècle, médaille Fields à 28 ans, professeur au Collège de France à 30. Et là, il a quelque chose comme 92 ans et il tient bien le coup. C'est assez impressionnant. Il a publié un livre l'an dernier. Donc voilà, qui sont ces gens-là? Et puis je ne vais pas parler des autres parce qu'il y en a beaucoup et ils ne sont pas toujours aussi drôles. Il y a des petites histoires personnelles qui se lient entre les deux. Je vous ai dit que je ne parlerai pas de Posel. En fait, De Posel a quitté le groupe Bourbaki en 1941. Il faut dire qu'en 1940, André Weil avait piqué à De Posel sa femme. Et donc, De Posel, pendant la guerre, s'est installé en Algérie et puis s'est plus jamais occupé d'affaires de Bourbaki. Et plus tard, il a même fait des mathématiques intéressantes. Il a eu un grand rôle dans le développement de l'analyse numérique en France. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens. Et puis, on ne va plus voir beaucoup de photos maintenant, parce que enfin, si, quand même un peu, mais beaucoup moins. Et j'ai oublié de vous montrer ça. Alors, ces gens étaient des petits rigolos. Enfin, des gens qui travaillaient beaucoup, mais qui avaient une espèce d'humour assez spécial. Alors, désolé, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Mieux que sur mon... Moi, j'arrive mieux à lire que sur l'écran. Donc, vers 1960, on pense que c'est Cartan. Ils ont écrit une histoire fictive de Bourbaki. Donc, la famille Bourbaki est d'origine crétoise. On peut la faire remonter jusqu'en l'an 1089 de Scordili. Ils ont inventé aussi un endroit où il est né, un pays, la Moldavie, etc. Donc, c'est tout un texte absolument ridicule et qui a été écrit... un peu pour perpétuer le mythe, un petit peu aussi parce que dans certains cas, on demandait, lorsqu'on publiait des articles ou des livres, on demandait des biographies, et donc plutôt que d'envoyer une biographie réelle de mathématiciens réels, ils ont préféré envoyer une biographie fictive de mathématiciens fictifs. Donc déjà, une chose que j'aurais pu dire, ce nom Bourbaki a été pris, il a un prénom qui était N au début. Dans les premiers textes qu'on a vus, il n'y avait que le N, et le N n'a pas de prénom. Et un jour, il a fallu un prénom parce qu'ils ont voulu soumettre un article à l'Académie des sciences. Et l'Académie des sciences exige un prénom. Et donc, ce N qui était donné ici par pur jeu, qui était une référence aux affiches du Collège de France, où lorsqu'un professeur n'est pas encore nommé, il y a le cours qui sera fait par Monsieur N. On ne se posait pas la question s'il pouvait y avoir des dames qui feraient un cours à l'époque. Visiblement, c'est toujours écrit Monsieur N, professeur. Et donc le N était référence à ça. Et Evelyne de Posel, qui était donc la femme de René de Posel et qui deviendra Evelyne Weil plus tard, a choisi ce prénom Nicolas. Je peux vous montrer, avant de montrer comment il bosse, on peut montrer ce qui en est sorti. Il en est sorti 11 livres, avec des titres assez ésotériques.
comme théorie des ensembles. Ça, c'est un fascicule de résultats. Ça signifie qu'il y a juste des résultats et pas de démonstration. Là, vous avez le livre. C'est des livres qui sont sortis entre 1940 et puis Topologie algébrique, chapitre 1 à 4, qui est sorti en 2016. Donc, un grand écart. Et puis, comment Bourbaki travaille? Eh ben, en convoquant ses membres pour bosser, pour se répartir le travail en tranches. Et le principe est le suivant, il y a un rédacteur qui fait un plan. Le plan est lu, discuté, le rédacteur se fait engueuler, le rédacteur refait son plan, puis une fois que le plan convient, on décide, le rédacteur rédige un texte. Là, le texte est lu. Et lu, ça signifie que les gens se mettent, je pourrais retrouver une photo, se mettent autour d'une table, et puis lisent le texte à voix haute. De la première ligne à la dernière ligne, et quand on lit à voix haute, on lit lentement, donc ça laisse vraiment le temps de se faire raturer son texte. Quand le texte est raturé, le rédacteur repart avec, refait, puis il recommence. Il y a un moment, tout le monde en a marre, et on décide que c'est bon. En général, le texte est meilleur après qu'avant. Il y a un certain nombre de principes qui ont été choisis au début. Un des grands drames de ce qui était pour ces mathématiciens un grand drame au début, c'était que les textes qui existaient étaient ou trop précis ou trop compliqués. Enfin, il n'y a rien qui convenait. Il y avait une critique qui était faite, par exemple, c'était qu'aucun théorème n'était réellement applicable parce que les hypothèses n'étaient jamais les bonnes. Et donc il y avait une volonté d'écrire quelque chose qui serait utile, où il y aurait vraiment, ouvrez les guillemets, le bonne hypothèse avec la bonne conclusion pour que tout le monde puisse s'en servir. C'est ce qui est écrit ici, c'est Mandelbrot qui le dit. La parole est donnée à Mandelbrot qui énonce assez péniblement un principe de généralité qu'il désire voir adopté. En bref, il s'agit de convenir qu'en aucun cas, on exposera dans le cours même de la rédaction et dans le but d'énoncer une proposition déterminée avec son maximum de généralité, des théories trop particulières ou trop spéciales. L'idéal pour l'orateur serait que toutes les théories générales et abstraites nécessaires soient présentées dès le début du traité. Alors la conclusion, c'est qu'ils se sont retrouvés, alors qu'ils avaient un but assez précis, qui était de faire le cours de calcul différentiel d'un niveau qui serait licence maîtrise à peu près. Ils se sont retrouvés à devoir refaire toute l'algèbre, problème depuis le début, puis avant toute la théorie des ensembles, et ils ont empilé les théories. Et c'est comme ça que le thème principal, qui était celui qu'avaient en tête ces gens-là en 1935, n'existe toujours pas. Il faut dire qu'ils se sont donnés aussi d'autres contraintes, comme faire un traité utile à tous, aux chercheurs, patentés ou non, aux trouveurs, entre guillemets, la blague existait déjà, aux candidats aux fonctions de l'enseignement public, aux physiciens et à tous les techniciens. Comme critère, il faut qu'on puisse, sans mercantilisme, conseiller la fréquentation du traité, ou tout au moins de ses fascicules essentiels, à un étudiant obligé de travailler seul, présumé d'ailleurs d'intelligence médiocre. C'est assez fascinant parce que si vous avez déjà fréquenté ces bouquins ou si vous croisez des mathématiciens qui les ont fréquentés, ils vous diront à peu près tous, sauf quelques snobs comme moi, mais sinon tous les autres, ils vous diront tous que c'est incompréhensible. Que c'est, dans les reproches qui sont faits, c'est que les choses sont peut-être bien écrites, mais il fallait les avoir comprises avant pour les comprendre là. Il se trouve aussi que quand on les a compris avant et qu'on les lit là, on a l'impression de les avoir comprises mieux. Et donc ce principe d'utilité et de commodité qui doit servir de guide, il n'est pas tout à fait clair de savoir s'il a marché, et s'il est arrivé à son but. Et en tout cas, ils ont ce guide-là, et je pense que ce guide n'a jamais été perdu, quel que soit le résultat. Je pense que c'est tout ce que je veux vous dire sur cette page. Non, il y a un truc marrant. Vous vous rappelez de Delsart, celui qui avait une gueule un peu terrible. Il n'est pas très content dans la réunion de janvier 1935. Il critique la désinvolture avec laquelle chacun est arrivé à la présente séance. Il faut préparer ce qui a été demandé.
ne pas se fier à ses facultés d'improvisation, si brillantes qu'on les estime. Tout le monde approuve ces fortes paroles, il est même entendu que de graves sanctions pénaliseront les contrevenants, et j'ai jamais d'écho sur quelles étaient les sanctions. Les sanctions, on va les voir aussi en 1947, quand Bourbaki, qui n'existe pas vraiment, hein, mais quand Bourbaki convoque ses ouailles pour travailler, il leur envoie un diktat avec cette faute de frappe traditionnelle assez marrante, parce que le diktat est un mot allemand, et l'apostrophe S est plutôt le signe du génitif en anglais, mais voilà, c'est comme ça. Et congrès de Noël 47. L'ouverture du congrès de Noël, je vais écarter pour que vous voyez, est fixée du 19 décembre 1947 à 9h à l'école. Il se poursuivra sans interruption jusqu'au 26 décembre au soir. Là, normalement, n'importe qui frémit un tout petit peu. Bourbaki rappelle à ses fidèles qu'aucune contingence d'ordre familial autre que les cas de maladies graves ne constitue une excuse valable pour l'absence aux séances du Congrès. En particulier, Noël n'étant pas une fête reconnue dans son calendrier, la journée du 25 décembre sera une journée de travail comme les autres. Bon, et ce qui contreviendrait à sa disposition sera déféré à la décision du Congrès œcuménique de juin 48. Et j'ai jamais le Congrès de... Il n'y a pas de détails sur ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne s'est rien passé et on n'a pas d'écho de... Enfin, malgré tout, après toute cette convocation un peu brutale, à tous, salut et bénédiction. Je vous passe les rédactions obligatoires. Donc ça, c'est la façon dont il travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça ? Vous voyez la première page des éléments de mathématiques dans le premier volume publié, et puis à gauche, le frontispice d'un temple grec qui représente Hercule nettoyant les écuries d'Augias. Donc je vous avais dit que Veil prenait pas pour eux. Ben, effectivement, ils ont assumé jusque-là. Donc il s'agissait de reprendre les choses depuis le début. Et au cours de leur travail, le fait de vouloir comme ça reprendre les choses, ça a eu quelques effets intéressants. C'est qu'ils ont pris le temps de fixer ou les notations ou la terminologie, etc. Donc par exemple, ceux ou celles d'entre vous qui ont fait des mathématiques modernes ont entendu un peu de théorie des ensembles et les mots injectifs, surjectifs, bijectifs. Ben, en fait, c'est Bourbaki qui a introduit cette notation-là, en 1954, à un moment. Ils en avaient ras-le-bol de la terminologie précédente que vous ne voulez pas connaître, qui était vraiment très compliquée et très ambiguë. Et un jour, ils ont dit ça. Et ils ont fait un pari. Il y a un texte de Serre qui explique ce pari. Il lance une terminologie et elle prend ou elle ne prend pas. Et il se trouve que celle-là a pris. Je ne sais plus, peut-être que vous avez vu aussi la notation pour l'ensemble vide, qui est cette lettre de l'alphabet nordique, un O barré. Ça aussi, c'est Bourbaki. Et puis, il y a d'autres apports, mais pas forcément utiles à discuter ici. Il y a aussi des zones d'ombre dans cette histoire. À force de vouloir faire un bouquin suivant une méthode complètement rigide, où ça doit toujours être le meilleur texte possible, de temps en temps, il n'y a rien qui avance. Et puis de temps en temps, on part dans une voie de garage. Donc c'est comme ça qu'il est reproché à Bourbaki d'avoir très mal traité les probabilités, ce qui est assez dommage parce que le calcul des probabilités est devenu, dans la deuxième moitié du XXe siècle, un des outils fondamentaux des maths. Ils ont aussi très mal traité la logique. Mais là, eux s'en foutaient. Mais les logiciens sont très fâchés, et à juste titre. Et donc, comme ça, il y a à la fois de grandes choses fabuleuses, et puis des zones d'ombre. Et le livre de Maurice Machal, dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure, là, celui-là, est très équilibré. Donc, si l'histoire vous intéresse encore après cette conférence, est très équilibré sur ce que Bourbaki apporte et sur ce qu'il a raté. Et cette expression grande lumière et zone d'ombre, c'est à lui que je l'emprunte. On a aussi hérité de Bourbaki ce principe de faire du travail collectif. Il y a eu
je ne vais pas vous montrer les images, mais il y a eu au cours du XXe siècle plusieurs autres cas de livres écrits volontairement, par référence explicite comme ça à Bourbaki. Il y a eu un traité de géométrie différentielle par Besse, et ils l'ont appelé Besse parce qu'ils se sont aussi installés à Besse en Chandès pour le premier exposé. Et puis ils ont choisi comme initiale A et L pour Arthur et L pour Lancelot, parce qu'ils s'étaient réunis autour d'une table ronde. Il y a eu aussi plus récemment, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, un groupe de chercheurs, à la fois en mathématiques, en informatique et en logique, qui se sont réunis pendant 1 an à l'Institut d'études avancées de Princeton. Et à l'issue de ce travail, ils ont publié un livre sous un nom purement collectif. C'est-à-dire que ce livre, cette fois-ci, n'a pas d'auteur. Et il y a à l'intérieur, sur la première page, il y a la liste des participants à l'année. Et la question de savoir qui a écrit quoi n'a pas d'importance. Donc l'Institut Henri Poincaré, c'est un institut de recherche en plein centre de Paris, tout près du Café Capoulade, fondé dans les années, fin des années 30, avec l'argent de la Fondation Rockefeller. Et le mot séminaire, qui peut faire penser à une activité religieuse, en fait un nom qui est traditionnellement utilisé pour ces activités où des mathématiciens vont se réunir et exposer des travaux récents. Dans le séminaire Bourbaki, comme dans 2 séminaires qui lui prédécédaient, le séminaire Hadamard et le séminaire Julia, le Gaston Julia, cette fois-ci, qui était au Collège de France, le principe n'est pas, comme dans les séminaires de recherche actuels, d'aller présenter son propre travail. Le principe est qu'on se voit confier de présenter le travail de quelqu'un d'autre. Donc là encore, il y a une responsabilité collective qui est confiée, au sens où, de même que les auteurs du groupe Bourbaki se mettaient plus ou moins en retrait, mettaient leur figure en retrait de leur travail, dans le séminaire Bourbaki, celui qui fait un exposé se met un peu en retrait du travail qu'il est censé présenter. Alors, oui, là j'ai mis juste une capture d'écran, donc c'est un site où je ne peux pas cliquer. Mais cette notion de séminaire a démarré en 1948. Auparavant, il y avait ce séminaire Hadamard, Hadamard était un grand mathématicien du début du XXe siècle, prof au Collège de France. Il a fait un séminaire essentiellement 1913 à 1914. La Première Guerre mondiale l'a interrompu. Il a recommencé en 1917 jusqu'à 1920, où Hadamard a pris sa retraite. Et puis Julia a fait un séminaire entre 1933 et 1939. Et le séminaire Julia, en fait, si on regarde qui participait, c'était essentiellement les mêmes lascars que ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et puis en 1948, Bourbaki alors il s'est passé la Seconde Guerre mondiale. Julia, pareil, pour des raisons liées à la collaboration, était un peu effacé de la scène mathématique après la guerre. Et puis donc en 1948, les membres du groupe Bourbaki se sont mis au boulot. Et ce qui est absolument affolant, c'est que ce séminaire existe depuis 1948 et existe toujours. Donc on en est à l'exposé 1180, ce qui veut dire 1180 personnes qui ont accepté de raconter les mathématiques d'autres, qui ont accepté de les rédiger. Il y a des textes, tous ces textes existent. Les premiers ne faisaient pas beaucoup de pages, mais maintenant c'est de l'ordre de 50 pages, donc il y a à peu près chaque année un volume de 400-500 pages. Et puis ce système a essaimé, c'est-à-dire que si vous voyez tous ces petits trucs de séminaires, toutes ces petites vignettes, là c'est des séminaires qui ont fonctionné sur des thèmes similaires. Et donc par exemple, j'ai trouvé un certain nombre de photos d'un séminaire qui était dirigé par un mathématicien, Alexandre Grothendieck, un des géants de la géométrie algébrique du XXe siècle, et qui a aussi réussi à avoir cette activité collective très, très, très forte. C'est-à-dire qu'il exposait ces mathématiques-là, mais dans certains cas, il les faisait exposer par d'autres, c'est-à-dire qu'il les expliquait et puis il faisait faire le travail à plusieurs. Et il y avait vraiment une façon où tout un groupe de jeunes mathématiciens s'est mis au service de développer une science. Donc là, vous avez Grothendieck dans le séminaire, et là, vous reconnaissez peut-être
dans ce bonhomme-là, c'est Dieudonné. Je n'ai pas réussi à savoir qui étaient les autres. Là, c'est Dieudonné dans les années 67 à peu près. Il y avait une photo bien plus vieille, qui maintenant est très connue, du bonhomme plus jeune, Grothendieck. C'est des Hauts-Fourneaux en Lorraine. Il était parti faire une grande balade en vélo depuis Nancy. Et c'est un personnage incroyable, hein, qui... ses parents étaient des révolutionnaires allemands, lui-même, donc ils étaient juifs. À l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été expulsés d'Allemagne. Il a fui. Lui et sa mère ont fui l'Allemagne, mais à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, il a été interné avec sa mère dans un camp. Il a été à l'école alsacienne. Le collège Sevenol, excusez-moi, au Chambon-sur-Lignon pendant toute la Seconde Guerre mondiale, avec énormément d'enfants juifs qui étaient protégés. Son père est mort pendant ce temps-là, donc c'était une affaire tragique. Et puis il était assez pauvre, il est parti de Montpellier, il est allé faire une thèse à Nancy avec quelqu'un qu'on verra tout à l'heure, qui est Laurent Schwartz, où la légende, même c'est pas une légende, dit qu'en une année, il a en fait les 10 sujets de thèse que lui avait proposé Laurent Schwartz. Donc il arrive, Laurent Schwartz lui donne 10 sujets, et puis il revient un an après, et les 10 sont faits. C'était pas prévu. Donc Grothendieck a été un mathématicien prodigieux, comme ça, depuis les années 50 jusqu'à essentiellement son effacement de la scène mathématique, dans les années 70 et progressivement jusqu'à 85. Il était, dès les années 70, extrêmement préoccupé de questions écologiques. Il a fondé un groupe avec Chevalet, qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelait Survivre et Vivre, qui, à l'époque, avait l'air totalement... était radical et avait l'air exagéré. Aujourd'hui, vu ce que le GIEC nous raconte, on peut se demander s'il n'avait pas été visionnaire. Et puis malgré tout, il s'est petit à petit effacé du monde complètement, et il a fini sa vie dans les Pyrénées, entièrement solitaire, en ne reconnaissant à peine ses enfants, la fin de sa vie. Et il est mort il y a une petite dizaine d'années. Sans répétition, on met ça. Et on va écouter Cartier et puis d'autres personnes vous raconter ça eux-mêmes. Là, vous avez le séminaire Bourbakis a été fondé en 1948. Ça a fonctionné régulièrement jusqu'à cette année. Il s'agit d'une rencontre trimestrielle, régulière. En 1948, quand on l'a fondé, c'était pratiquement une des seules rencontres régulières des mathématiciens français. La Société mathématique à l'époque ou d'autres organismes avaient une activité beaucoup plus restreinte. Et il faut dire aussi que c'était une époque où le nombre de mathématiciens était beaucoup moins grand qu'aujourd'hui. On a commencé avec une soixantaine de personnes et ça représentait presque tous les mathématiciens actifs en France à l'époque. La guerre avait fait qu'on était tout à fait isolés du monde extérieur. On ne savait pas du tout ce qui s'était passé aux États-Unis. Et il y avait un grand vide à combler. Et alors, c'est surtout à l'initiative d'André Weil et de Dieudonné qu'on a décidé qu'il fallait organiser un séminaire où on se mettrait les uns les autres un peu au courant de ce qui s'était fait depuis quelques années. C'est comme ça. Alors, c'était une initiative de Bourbakis. Donc ce séminaire avait lieu, comme il a eu lieu d'ailleurs pendant plus de 30 ans, 35 ans au moins, samedi, dimanche, lundi. Ce n'est que tout récemment qu'il n'y ait plus de réunion le lundi. Voilà, alors, et dès le départ, il avait été décidé qu'on devait rédiger. Avec cette différence, je crois qu'au début, les rédactions étaient faites après le séminaire et non pas avant. Et d'autre part, ça ne devait pas excéder 3 ou 4 pages. Ça a bien changé. Ce qui m'embête un peu dans un séminaire comme ici à Bourbakis, c'est que je supporte de plus en plus mal de ne pas comprendre les exposés des autres. Dans le temps, quand je ne comprenais pas un exposé, j'en concluais que j'étais trop bête, que je ne connaissais pas suffisamment de maths, etc.
Puis maintenant, j'en ai marre. Je veux dire, j'aimerais bien comprendre quand on me cause. Si vous Ce monsieur, Étienne Gis, est aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. n'avez rien à faire et qu'un jour vous amusez à lire les exposés d'il y a 30 ans, vous dites, oh, tout de même, c'était assez bien accessible. Je pense que les gens devaient comprendre à l'époque, mais détrompez-vous. Ils ne comprenaient pas davantage. C'est que les mathématiques avancent, c'est qu'on a une formation qu'on n'avait pas autrefois. C'est un peu effarant d'ailleurs, la quantité de notions qu'il faut avoir ingurgitées, assimilées pour suivre ce qui se fait. Et pourtant, il faut croire qu'il y en avait beaucoup qui ne servaient à rien avant, je ne sais pas. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a tout de même des idées qui restent, qui arrivent à filtrer plus que d'autres. Si vous prenez les débuts de Grothendieck, c'était absolument affolant. Bah, finalement, je ne sais pas moi ce qui reste, mais il y a des trucs absolument fondamentaux qui sont passés dans le domaine public maintenant. C'est devenu familier. La naissance et le développement de Bourbaki fait partie du phénomène de développement des mathématiques françaises, précisément en réaction vers les années 1930, avec la grisaille des mathématiques et le défaut qu'avait cette génération de ne pas savoir ce qui se passait en dehors des frontières. On voulait faire un ouvrage collectif et aucun de nous ne voulait se mettre en avant. Et ne voulait tirer un profit personnel d'un travail collectif qui devait rester anonyme. C'est même pour ça d'ailleurs qu'il fallait lui trouver un nom d'auteur, parce que lorsqu'on s'est dit qu'on voulait publier des volumes, comment publier un volume sans nom d'auteur? Et donc il fallait trouver un nom fictif, c'était obligatoire, comme nous ne voulions pas donner nos noms. J'arrête juste là. Donc c'est un amphithéâtre à l'Institut Henri Poincaré. On devine pas très bien la profondeur, mais peut-être que les tableaux peuvent vous donner une idée de la hauteur du bâtiment. Là. Et donc vous avez 3 tableaux comme ça, absolument gigantesques, qui se lèvent automatiquement, qui se baissent, qui existent toujours. Et il y a un piège classique assez rigolo, c'est qu'il y a 2 tableaux mobiles, et le dernier, celui qui est tout au fond, l'est pas. Donc en général, la première fois qu'on fait un exposé sur ces tableaux, on écrit sur le premier, celui qui est devant, on le monte, on écrit sur le deuxième, on le monte, on écrit sur le troisième, et on se rend compte qu'on s'est fait avoir, parce qu'on ne peut pas le monter. Donc on doit descendre les autres, et on doit cacher ce qu'on avait écrit. Alors il y a des petits malins qui savent utiliser ce tableau-là pour l'utiliser à la dernière minute. Et on a essayé de recruter des membres, et puis certaines personnes qu'on aurait bien voulu avoir, mais ça n'a pas marché, pour des questions de tempérament aussi. Inutile de vous dire, par exemple, que Tom n'ait jamais fait partie de Bourbaki. On est un peu en dynamique, là. Enfin, Malgrand, j'aurais pu, par exemple, et ça ne s'est pas fait. Bourbaki travaille toujours beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de livres qui sortent. Ou alors c'est qu'ils sortent sans que je le sache. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que devient tout ce travail? Vous voyez la raison? Il y a quelque chose qui va sortir bientôt. Il faudrait tout de même aboutir à publier. Oui, sinon on se demande à quoi ça sert. On attend toujours le chapitre 11 de topologie. On ne le voit pas venir depuis 20 ans. ça, c'était en 2004. Le chapitre 11 de topologie, c'est celui qui est venu, le topologie algébrique, qui est sorti en 2016. C'était juste 12 ans de plus. Alors voilà pour Bourbaki. Ce que je voudrais vous dire dans les derniers quarts d'heure qui restent, ou je ne pense pas qu'il y aura besoin d'une demi-heure, c'est vous parler d'autres exemples assez différents de travail collectif en mathématiques. Le premier sera lié à la politique, parce qu'en fait, Schwartz, Cartan, Dieudonné, donc Schwartz était devenu un des membres du groupe Bourbaki après, avait des opinions politiques radicalement différentes. Schwartz, dans sa jeunesse, était trotskiste, a abandonné le trotskisme, est resté quand même une personnalité de gauche. Dieudonné était quelqu'un de fondamentalement de droite. Cartan était quelqu'un
meurtri par les deux expériences des deux guerres mondiales. Il était né en 1904 et il raconte dans le film avec Isabelle Brouet qui se rappelle de l'armistice du 11 novembre 18, il se rappelle de ce conflit avec les mathématiques allemandes, enfin avec l'Allemagne, et entre l'entre-deux-guerres, les rapports franco-allemands mathématiques ont été très importants. Il s'est passé de très belles maths en Allemagne qui ont été coupées net par le nazisme en 1933. Et après la guerre, Cartan a joué un très grand rôle dans la réconciliation franco-allemande du point de vue mathématique, en créant des accords avec des mathématiciens allemands. Et ce qui a remis ces mathématiciens ensemble, ce sont, donc là vous avez Schwartz au tableau en train d'expliquer la théorie des distributions. Vous avez cette biographie que je vous conseille qui raconte, donc où Schwartz raconte tout ce qu'il a fait pendant le siècle. En tout, pas tout. Donc il raconte les aspects mathématiques de sa vie, il raconte les aspects politiques, et il ne raconte pas un autre aspect de sa vie qui est sa passion pour les papillons, et où il était devenu un spécialiste des papillons. L'engagement politique public de Schwartz, c'est vers 1957. Là, vous avez dans l'Express sa photo, la révolte de l'université. Et il s'était passé quelque chose une année auparavant. Alors, une phrase très très belle de Charles Péguy, parce que vivant l'Express n'était pas gêné de la contradiction de mais Schwartz et Péguy côte à côte. C'est un spectacle admirable que celui que donnent tant de professeurs luttant par une indestructible probité par un insurmontable attachement à la liberté. Et ce qui se passait en 57, 58, c'était l'engagement de Schwartz contre la guerre d'Algérie. Il a été révoqué de l'école polytechnique où il enseignait. C'était difficile d'être contre la guerre d'Algérie quand on était professeur à l'école polytechnique. Et puis l'un de ses étudiants en thèse, Maurice Audin, qui était maître de conférence en Algérie, a été capturé par les militaires français et assassiné. Et Schwartz et puis ses successeurs n'ont eu de cesse de lutter pour la réhabilitation d'Audin. Et donc Maurice Audin a été réhabilité par Macron. Enfin, la reconnaissance de la responsabilité des militaires français a été reconnue par Emmanuel Macron il y a quelques années. Et quelques mois avant la mort de la femme de Maurice Audin, Josette Audin. Et donc il y a eu en 1957 la soutenance de thèse in absentia, c'est-à-dire que Maurice Audin avait disparu, son corps n'a jamais été retrouvé. Et dans le jury, vous voyez Favart, dont je ne vous ai pas parlé, mais Schwartz, Dixmuir et De Possel, et tous ces gens-là étaient de la même bande. Ça, c'est le premier engagement public. Après, d'ailleurs, après les accords d'Évian, Schwartz a été réintégré à l'école polytechnique, et dans les années 69 et suivantes, il a joué un très très grand rôle dans le développement des mathématiques à l'école polytechnique. En 74-75, ces mêmes mathématiciens se sont engagés pour la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Donc il y avait le premier par lequel ils ont commencé, c'était Léonid Plioucht, qui était prisonnier du régime soviétique. Et je n'ai pas mis ce porte-photo, mais juste après cette victoire, il y a eu un grand meeting à la Mutualité où vous avez Schwartz, vous avez Cartan ici, mais vous avez aussi des hommes politiques importants. Je n'ai pas gardé ma légende, dommage. Et puis après, ils ont libéré, ils ont obtenu la libération de José Luis Macera, qui était un mathématicien uruguayen, et puis plusieurs autres. Et il y a trois hommes qu'on peut attribuer. Ici, vous avez Schwartz, vous avez Cartan, qui sont beaucoup plus vieux que tout à l'heure, et vous avez Michel Brouet, qui est là, que vous avez peut-être reconnu sur le film avant, qui est aussi le père d'Isabelle Brouet, que j'ai évoqué. Et donc, ces mathématiciens ont bossé vraiment d'arrache-pied avec les organisations humanitaires, avec les personnalités politiques de ces pays. Et Schwartz raconte comment il allait dans un pays, il prenait contact avec l'ambassadeur, il prenait contact avec le ministre, etc., avec des histoires sidérantes.
C'est-à-dire qu'on leur disait, je vous préviens, un tel va vous dire que bien sûr il va vous écouter, le second va dire qu'il ne peut rien faire et le troisième ne sera pas là. Et il se passait exactement ça. Donc il y avait des astuces pour que personne ne perde la face. Et ils ont obtenu quand même la libération, alors eux, et puis une grande mobilisation de mathématiciens qu'ils ont réussi à fédérer. Ils ont obtenu la libération de nombreux prisonniers politiques, mathématiciens. Ils marchaient sur des œufs quand même, c'est-à-dire qu'on était en pleine guerre froide. Il y a une grande subtilité quand on lit le texte pour voir qu'il ne s'agissait jamais de froisser les opinions politiques des uns ou des autres. Il s'agissait vraiment de libérer des mathématiciens dont il était reconnu qu'ils étaient reconnus de manière illégitime. Le comité de mathématiciens existe plus ou moins encore. C'est pas, donc là, la langue est passée en anglais, c'est pas exactement les mêmes personnes, même si je pense que certains en sont liés. Mais par exemple, il y a un jeune mathématicien russe qui a été emprisonné, condamné à 6 ans de camp de travail pour des raisons assez délirantes, absolument pas claires. Disons qu'il est accusé par 2 personnes, une qui n'est pas retrouvée et l'autre qui est morte et qui n'a pas pu témoigner au procès. Donc, c'est ça. Et il y a toujours, depuis cette époque, un grand engagement des mathématiciens pour essayer de faire valoir la cause des leurs lorsqu'ils sont emprisonnés. Et puis, dernière chose, pour pas parler toujours de ces gens-là, essayer d'aller à l'étranger, ce bel homme au regard vraiment très perçant, c'est Timothy Gowers, qui est un spécialiste d'analyse fonctionnelle anglais, aujourd'hui professeur au Collège de France, médaille Fields en 1998, et qui a à la fois fait des maths sublimes, et qui a de plusieurs façons pris des positions intéressantes pour l'amélioration du travail des mathématiques, mais de manière collective. Donc, l'une des premières choses sur lesquelles il s'est engagé, c'est d'essayer de lutter pour que les éditeurs scientifiques n'abusent pas de leur pouvoir d'imposer des prix de revues totalement faramineux. Et l'autre, c'est cette proposition assez incroyable de proposer une collaboration mathématique massive. Donc, ce qu'il a proposé en 2009, c'est la chose suivante. On utilise Internet, on fabrique un blog quelque part, peu importe où il est, et puis quelqu'un écrit qu'il y a tel sujet, tel problème intéressant, qu'on pourrait faire ça. Et puis n'importe qui peut répondre que oui, c'est intéressant, et d'ailleurs on pourrait attaquer comme ça. Et puis quelqu'un répond, ah oui, mais ça ne va pas marcher parce que... Et puis un troisième dit, oui, mais ça pourrait peut-être marcher parce que... etc. Et donc, quelque chose de complètement anarchique, complètement décentralisé, c'est ouvert. Malgré tout, les problèmes considérés sont assez compliqués pour que n'importe qui n'arrive pas à avoir quelque chose à dire. Mais cette idée comme ça qu'il est peut-être possible de travailler d'une façon très différente. Il ne prétend pas que ce soit possible sur tous les problèmes qui se posent aux mathématiciens, mais il se propose de faire l'expérience. Et cette expérience est incroyable. Donc il y a un article dans Nature peu après qui mentionne ce projet, qui s'appelle Polymath. Et de fait, entre 2009 et aujourd'hui, il y a une quinzaine de projets Polymath qui existent. Il y en a 4 qui sont terminés, c'est-à-dire que le truc prévu initialement est fini. Et ce projet terminé a donné lieu à des articles de recherche, dans un des cas, dans à peu près ce qui se fait de mieux, avec une nouvelle démonstration d'un résultat en combinatoire. Et ce qui est intéressant pour un mathématicien d'avoir une nouvelle démonstration, c'est que ça lui donne une nouvelle compréhension plus riche du phénomène en question. Et puis d'autres projets qui ne sont pas encore terminés, mais qui vont peut-être terminer. Et là encore, là où il y a effacement des mathématiciens derrière le travail, c'est que ces articles sont tout juste signés des lettres. DH, c'est le prénom qui se sont choisis, Polymath. Sans mentionner qui a fait. Si l'on va sur le blog, on voit
on peut voir, parce que l'informatique garde des traces de tout, mais on peut voir qui a travaillé, mais d'une certaine manière, il y a acceptation par les auteurs de s'effacer de ça. Et ça a marché au moins pour 2 articles. Il y en a un où les éditeurs ont refusé ce principe. Donc, sur l'article déposé, sur l'archive en ligne, l'article est bien signé Polymas, mais sur la revue initiale, il y a le nom de 3 auteurs qui sont les 3 mathématiciens qui ont manifestement joué un grand rôle dans l'élaboration du papier. Voilà, alors c'est la fin de ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et comme il reste 2 minutes, je vais vous montrer, si ça veut bien, on a commencé en musique, et on va juste terminer en musique. Juste 2 minutes de musique. Donc c'est le début d'une sonatine de Jean Cartan. Merci.